Le mail tombe à 8h12, un mardi de pluie, à Toulouse. Anaïs le voit s'afficher sur son écran fissuré, entre deux factures impayées et une promo pour des chaussures qu'elle ne s'offrira pas. Objet: résiliation de votre contrat de travail. Elle sent son estomac se contracter avant même d'ouvrir. Elle sait déjà. Elle clique. Quelques phrases froides, sans surprise. Compte tenu de la situation économique, réorganisation de l'agence. Nous sommes au regret de fin de votre CDI à compter du. Les mots défilent. Graphiste dans une petite agence de communication du centre-ville, Anaïs sentait depuis des mois le vent tourner. Les clients qui se raréfient, les pauses café de plus en plus silencieuses, les « on voit ça plus tard » devenus « on verra ». Mais elle s'accrochait, parce qu'à 32 ans, avec un loyer, un emprunt étudiant encore sur le dos et une petite fille de 4 ans, elle n'avait pas vraiment le luxe de recommencer à zéro. Maman, une petite tête aux cheveux bouclés, passe par la porte de la chambre. Lina, en pyjama licorne, serre son doudou contre elle. « On est en retard à l'école ?» Anaïs regarde l'heure. 8h14. Évidemment, elles sont en retard. « On a quelques minutes », souffle-t-elle. Elle ferme l'ordinateur, le glisse dans son sac, comme si elle pouvait y enfermer la réalité avec. « Allez, opération tenue de super-héroïne de l'école. » Lina éclate de rire. « Je mets ma cape, tu mets ton pull. Il fait froid. » Elle s'habille en vitesse, avale un demi-biscuit, enfile des bottes. Dans l'escalier, Anaïs a l'impression de descendre avec une enclume accrochée au cœur. Au coin de la rue, la boulangerie embaume le pain chaud. Lina s'arrête net devant la vitrine. « Maman, on peut prendre un croissant ?» Anaïs pense à son compte, au découvert, au mail. Elle déglutit. « Pas ce matin, mon cœur. Maman est un peu juste. » « Juste de quoi ?» Elle sourit, évasive. « De temps. On est en retard. » Lina hausse les épaules, déjà distraite par un chien qui passe. Devant l'école maternelle, les parents se pressent. Anaïs embrasse sa fille, respire son odeur de shampoing à la fraise. « Tu viens me chercher, toi ?» « Bien sûr. » La certitude dans la voix de Lina lui vrille le cœur. « Je peux perdre un boulot, pas ça, » pense-t-elle. En repartant vers l'arrêt de bus, le téléphone vibre. Un message de son ex, Julien. « Je suis désolé, je ne pourrai pas prendre Lina ce week-end. Concert prolongé à Barcelone. On reportera. » Elle serre les dents. On reportera. Comme s'il s'agissait d'une commande de pizza. Elle tape, efface, retape, finit par écrire seulement « Ok, je m'organise. » Organiser quoi? Un budget déjà malade, un temps déjà saturé, des angoisses déjà bien remplies. Dans le bus, elle sort l'ordinateur, relit le mail de licenciement. À la fin, une phrase. « Vous pouvez prendre contact avec notre cabinet d'aide placement pour vous accompagner dans votre reconversion. » Elle soupire. « Ma reconversion, c'est payer mon loyer, déjà. » Les semaines suivantes, Anaïs enchaîne les démarches. Pôle emploi, CV à jour, lettre de motivation qu'elle peaufine le soir quand Lina dort, tellement bien rédigée qu'elle semble parler de quelqu'un d'autre. Des entretiens commencent, s'arrêtent, rien de concret. La CAF lui explique la revalorisation de son APL avec des phrases qui sonnent comme des énigmes administratives. Les jours se succèdent, un peu plus serrés à la fin de chaque mois. Un soir, Lina la trouve assise à la table de la cuisine, les yeux perdus au-dessus d'une pile de factures. « Maman, on n'a plus de sous ?» Anaïs sursaute. « Qui t'a dit ça ?»« T'as dit à Tata Maud au téléphone. »« Je ne sais pas comment je vais faire, j'ai plus de sous. » « Bien joué, Anaïs. » Elle se force à sourire. « On a de quoi manger et de quoi se faire des câlins. C'est l'essentiel, non ?» Lina fronce le nez. « Et des bonbons ?» Parfois, la petite s'assoit à côté d'elle. « On peut vendre mes jouets ?» Le cœur d'Anaïs se brise un peu plus. « Non,
Tes jouets restent. Alors je vais faire comme dans le dessin animé. Je vais trouver un trésor. Elle regarde sa mère avec sérieux. Toi aussi, tu vas trouver un trésor, hein? Ou au moins un job, pense Anaïs. 2 semaines plus tard, c'est Maude, sa meilleure amie, qui lui envoie une annonce par message. Grosse boîte à Toulouse cherche nounou à temps plein pour PDG seul avec enfant de 6 ans. Logement de fonction possible. Tu sais t'occuper d'un enfant, non? Anaïs éclate de rire malgré elle dans la cuisine. Nounou? Elle lit l'annonce en entier. Famille monoparentale, cherche personne de confiance pour garde d'une petite fille de 6 ans, sortie d'école, mercredi, vacances scolaires, accompagnement activité. Horaire parfois flexible, poste de dirigeant, permis souhaité, salaire au-dessus du SMIC. Elle fronce les sourcils. Famille monoparentale. PDG. Elle répond à mot. Je n'ai pas de CAP petite enfance, moi. Tu as un CAP, mère solo depuis 4 ans. C'est largement mieux. Envoie un mail, tu verras bien. Anaïs hésite. Elle a toujours aimé les enfants, mais s'était juré de faire autre chose que les jobs qu'on refile systématiquement aux femmes, babysitting, ménage, aide à domicile. Elle voulait créer, dessiner, inventer des univers. Et la voilà à envisager de devenir nounou, pour survivre. Elle regarde la porte de la chambre de Lina, entr'ouverte, la veilleuse qui projette des étoiles au plafond. Elle ouvre son ordinateur. L'objet s'écrit presque tout seul. Candidature, garde d'enfant, ref, N, TLS. Elle joint un CV où elle ajoute une rubrique « Expérience avec les enfants » qu'elle n'aurait jamais pensé écrire il y a quelques années. Garde partagée pendant mes études, colonie de vacances, bénévole en atelier créatif à la MJC, et, en bas, presque malgré elle, maman d'une petite fille de 4 ans. Elle hésite un instant avant d'appuyer sur « Envoyer ». Le mail part. Avec lui, une petite part d'orgueil, mais aussi une immense envie que, pour une fois, quelque chose fonctionne. On la rappelle 2 jours plus tard. « Bonjour, c'est pour l'annonce de garde d'enfant. Vous êtes toujours intéressé ? La voix est professionnelle, neutre. Une assistante, probablement. Oui, bien sûr. Parfait. Le père de l'enfant souhaite vous rencontrer. Est-ce que jeudi à 10 à 8 heures vous convient ? Elle regarde Lina qui tourne sur elle-même dans le salon. Une peluche dans chaque main. Oui, je vous envoie l'adresse par mail. Quand le message arrive, Anaïs ouvre de grands yeux. Rue Ozen, appartement duplex dernier étage. Un quartier chic. Rien à voir avec sa petite résidence des Minimes. Jeudi, elle arrive en avance de 10 minutes. Elle a passé plus de temps à choisir une tenue qu'avant un entretien d'embauche dans la com. Finalement, elle a opté pour un jean correct, une blouse blanche, un gilet bleu marine. Pas trop, je viens jouer avec les enfants. Pas trop, je viens diriger un board. Devant l'immeuble en pierre, elle lève la tête. Balcon filant, grande fenêtre, porte cochère avec digicode. Elle respire 1 fois, 2 fois, appuie sur le code indiqué dans le mail. L'ascenseur l'amène au dernier étage. Une porte s'ouvre avant même qu'elle ait sonné. Bonjour. La femme qui lui ouvre a la cinquantaine élégante, une coupe courte impeccable, un sourire professionnel. Je suis Valérie, l'assistante de monsieur. Entrez, je vous en prie. Anaïs entre dans un salon lumineux, aux murs blancs, meublé avec goût. Un peu trop parfait à son goût. Des dessins d'enfants sur le frigo au fond de la pièce apportent la seule touche de désordre. Monsieur ne va pas tarder. Il termine une visioconférence, explique Valérie. Je vous propose de vous asseoir. Anaïs s'installe au bord d'un canapé. Ses mains se froissent sur son sac. Vous avez pu lire le détail du poste ? Oui. Vous avez des questions ? Tellement. Les horaires surtout. Et la question de ma fille. L'assistante hausse un sourcil. Votre fille ? Oui. Lina, 4 ans.
Elle ajoute vite. Je n'ai pas de famille sur Toulouse. Je m'organise avec une amie, mais je voulais savoir si, parfois, il serait possible. La porte du bureau s'ouvre avant qu'elle ait terminé sa phrase. Valérie. On peut revoir la présentation pour. La phrase reste en suspens. Le regard de l'homme tombe sur Anaïs. Il est plus grand qu'elle ne l'imaginait. En jean sombre et chemise claire, les manches retroussées, un air fatigué, mais alerte. Ses cheveux bruns commencent à grisonner sur les tempes, ce qui lui donne un charme que beaucoup paieraient cher. Ah! Valérie se redresse. Monsieur Delmas, voici Anaïs Martin, pour le poste de garde d'enfant. Il traverse la pièce avec une démarche assurée. Tend la main. Bonjour, bonjour. Sa poignée est ferme. Son regard est intense. Celui de quelqu'un habitué à jauger en 3 secondes si un projet tient la route. Asseyez-vous, propose-t-il. Il prend place dans un fauteuil en face d'elle. Valérie se recule discrètement, prête à prendre des notes. Je suis désolé. Je termine souvent tard, commence-t-il. Merci d'être venu à cette heure-là. Elle se racle la gorge. Ce n'est pas un problème. Vous avez de l'expérience avec les enfants, j'ai vu. Il parcourt son CV. Colonise, atelier créatif et votre fille. Oui. Elle s'attend à voir son regard se fermer. Au contraire, il semble réfléchir. Elle a quel âge? 4 ans. Vous l'élevez seule? Oui. Elle se rend compte en disant ce mot à quel point il est devenu sa deuxième peau. Je suis séparé de son père. Il hoche la tête. Moi aussi, dit-il simplement. Elle cligne des yeux. Vous aussi. Vous avez une fille? Oui. Emma. 6 ans. Il jette un coup d'œil à sa montre. Elle devrait déjà être rentrée de son cours de dessin. Comme pour lui donner raison, la porte d'entrée claque. Une petite voix retentit. Papa. Une fillette aux cheveux châtains, queue de cheval de travers, basket lumineuse, surgit dans le salon. Elle s'arrête net en voyant Anaïs. Bonjour, dit Anaïs en souriant. Emma la regarde, intriguée. Tu es qui? Je suis Anaïs. On discute avec ton papa pour voir si je pourrais venir jouer avec toi après l'école. Parfois. Tous les jours, le mot claque, plein d'espoir. Pas tous les jours, temporise Thomas. Mais souvent. Emma se tourne vers son père. Elle va rester? La question, sans filtre, pince le cœur d'Anaïs. On est en train de voir, répond Thomas. Puis, à Anaïs. Vous venez de Toulouse? Oui. Pas de voiture? Non. Je me déplace en transport et à vélo. D'accord. Il pose encore quelques questions. Ses horaires souhaités, sa disponibilité pendant les vacances, sa manière de gérer les devoirs, les écrans, les conflits entre enfants. Elle répond, honnête. Je considère les écrans comme un outil, pas comme un baby-sitter. Je préfère proposer autre chose. Il esquisse un sourire. Ça me va. Il jette un œil à Valérie. Vous pouvez nous laisser 5 minutes? L'assistante hoche la tête. Bien sûr. Elle disparaît dans le bureau. Emma s'est rapprochée d'Anaïs sans qu'elle le remarque. Tu sais faire des tresses? Des tresses? Anaïs rit. J'en fais souvent à ma fille, oui. Tu peux m'en faire une? Maintenant? S'il te plaît. Anaïs jette un coup d'œil à Thomas. Vas-y, dit-il. Elle prend doucement les cheveux d'Emma entre ses doigts. Le geste la détend presque autant que la fillette. Tu aimes quoi, toi, comme jeu? Demande-t-elle. Les dinosaures, les dessins et les histoires qui font un peu peur mais pas trop, répond Emma très vite. Ça tombe bien. J'adore inventer des histoires qui font un peu peur mais pas trop. Emma se retourne vers son père. Je veux elle. Emma, papa, je veux elle. Thomas ne peut s'empêcher de sourire. On n'est pas au rayon céréales, Emma. Il se tourne vers Anaïs. Vous cherchez quoi, exactement, vous? La question la prend de court. Elle aurait pu répondre. Un salaire, une stabilité, une bouffée d'air.
Elle dit simplement « Une solution qui me permette de m'occuper de ma fille, tout en travaillant. » Il acquiesce. « Parlez-moi d'elle. » Alors elle raconte. Lina, qui aime les histoires de dragons végétariens. Lina, qui confond encore hier et demain. Lina, qui n'a pas vu son père depuis 6 mois. Elle ne s'étend pas sur cette dernière partie, mais quelque chose passe dans le regard de Thomas. « Je peux être honnête, dit-il. Je préfère. J'ai essayé 10 agences. J'ai eu des profils parfaits sur le papier. Il désigne Emma. Elle les a toutes détestées. Je ne les ai pas détestées, proteste la petite. Je me suis ennuyé. Il rectifie, patient, elle s'est ennuyée. Il réfléchit. L'idée que votre fille vous accompagne parfois, il ne finit pas la phrase. Anaïs retient son souffle. Elle peut être une chance. Elle cligne des yeux. Une chance? 2 enfants, c'est souvent plus simple qu'un seul, dit-il. Ils s'occupent, se soutiennent, ils croisent les mains. Évidemment, ça suppose d'organiser les choses, de fixer des règles claires. Je ne veux pas que vous ayez l'impression de me rendre service, s'empresse de dire Anaïs. Ce poste, j'ai besoin de le pourvoir, répond-il. Son ton est posé, factuel. Si je vous embauche, ce ne sera pas par philanthropie. Un coin de sa bouche tressaille, presque un sourire. Ce serait pour Emma et pour mon planning. Le réalisme de la phrase la rassure plus qu'un « on va vous sauver ». Je peux vous proposer un contrat à temps plein, dit-il. Temps plein, sortie d'école, mercredi, vacances, parfois matin avant l'école si j'ai des réunions tôt. Il marque une pause et possibilité d'aménager une chambre pour votre fille ici les soirs où ce serait plus simple que de rentrer chez vous. Anaïs reste bouche bée. Vous voulez? Je veux que les choses soient claires et confortables pour tout le monde. Il prend un dossier sur la table. Je vous propose un CDI déclaré, avec salaire correct, congé payé et, il inspire, une clause. Si ça ne convient pas à Emma ou à Lina, on arrête sans drame. Emma lève la main comme en classe. Moi, ça me convient. Anaïs rit, nerveuse. Elle hésite. J'ai besoin d'en parler à ma fille, dit-elle finalement. Bien sûr. Et de réfléchir. D'accord. Il lui tend la main. Merci d'être venu. En sortant de l'immeuble, le soleil commence à se coucher sur les briques rouges. Anaïs marche vers le métro avec l'impression que sa vie vient de virer légèrement de trajectoire. Devenir nounou pour un PDG vraiment? Elle se répète la phrase en boucle dans sa tête. Et puis, l'image de Lina et Emma, qui jouent ensemble, se fraye un chemin. Survivre, c'est peu. Être ça, pour l'instant. Accepter ce qui se présente. Et voir ce que ça ouvre. La première semaine ressemble à un test crash de tout ce qu'Anaïs pensait savoir sur la gestion du temps. Le matin, elle dépose Lina à l'école maternelle du quartier, puis file chercher Emma à la sortie de son école privée quelques rues plus loin. « Salut », dit Emma le premier jour, avec un sérieux désarmant. « Salut. Tu as ramené Lina? Elle nous rejoint après, on va la chercher. » Emma serre son sac contre elle. Tant mieux. Parce que les autres, là, elles se connaissent toutes depuis toujours. Alors parfois je me sens un peu... Elle cherche. Et seule. Anaïs sent son cœur se serrer. Tu sais, Malina, elle se sent un peu seule parfois aussi. Vous allez vous faire du bien, toutes les deux. Le soir, les 2 petites se découvrent. Lina, d'abord un peu intimidée par l'appartement chic, finit par s'installer au milieu du tapis avec ses figurines. « Tu joues au dragon ?» demande Emma. « Oui. Ils ne mangent pas les gens, hein. Les miens non plus, mais ils font peur aux méchants. On peut mélanger ?» Et voilà que 2 mondes s'emboîtent sans effort. Anaïs les regarde, un peu émue. Elle ne voit pas tout de suite Thomas apparaître dans l'encadrement de la porte. Il les observe. Un léger sourire au coin des lèvres, presque surpris. On dirait qu'elles ont fait connaissance,
commente-t-il. On dirait « oui ». Comment s'est passée la journée? La question est adressée à Anaïs, mais Emma répond la première. Trop bien. Elle pointe un doigt vers Anaïs. Elle raconte des histoires pendant qu'on goûte. Et elles m'ont obligé à jouer avec elle, ajoute Anaïs. Ce n'est pas vrai, proteste Lina. On ne t'a pas obligé. On t'a demandé gentiment. Thomas rit. Le son étonne Anaïs. Elle ne l'avait jamais entendu vraiment se détendre. Je vais chercher une bouteille, lance-t-il. Ce n'est pas la peine, proteste Anaïs. Pour nous deux, rectifie-t-il. Pas pour les minis. Il revient avec une bouteille de vin de la région, verse 2 verres. Je sais que c'est un peu tôt pour fêter quoi que ce soit, dit-il. On peut fêter le fait qu'on a survécu au jour 1, propose Anaïs. Bonne idée. Leurs verres s'entrechoquent dans un tintement discret. Les jours suivants, un rythme s'installe. Anaïs apprend à connaître Emma. Sa peur du noir, depuis que sa mère est partie vivre à Montréal avec son nouveau compagnon. Son obsession pour les dinosaures. Son rire quand on la chatouille derrière les oreilles. Elle découvre aussi le Thomas papa, différent de Thomas PDG. Le matin, il prépare des tartines en répondant à des mails. Le soir, il lit une histoire à Emma, même si on voit, à ses yeux cernés, qu'il tombe de fatigue. Un soir, Anaïs reste un peu plus tard. Lina joue déjà en pyjama avec Emma dans la chambre. « Je vais les mettre au lit et partir », dit-elle. « Vous avez un peu de temps ?» demande Thomas. « Oui. » Il lui fait signe de venir dans la cuisine. « Je voulais vous remercier. Pour ça. » Il désigne la chambre d'un geste vague. On entend un fou rire éclater. « Ça ?» répète Anaïs en souriant. « Je ne les avais pas entendus rire comme ça depuis longtemps, avoue-t-il. » Anaïs est adoucie. « Vous les aimez beaucoup, dit-elle. »« C'est ma fille, intervient-il, un peu surpris. »« Je parlais des deux, rectifie-t-elle. » Il se tait. « Lina n'a pas de père très présent, ajoute-t-elle doucement. »« Et Emma n'a plus sa mère à portée de main, répond-il. » Ils se regardent. Ce n'est pas une confrontation, juste un constat partagé. « On fait ce qu'on peut, » murmure Anaïs. « On fait ce qu'on peut, » confirme-t-il. À mesure que les semaines passent, les frontières entre boulot et vie deviennent plus poreuses. Un mercredi après-midi, Thomas oublie un dossier sur la table basse. Un logo, des chiffres, un slogan. Delmas Connect, solution logistique pour un monde plus vert. « C'est votre entreprise ?» demande Anaïs en posant 2 verres de jus de pomme. « Oui, ça fait. Sérieux. C'est sérieux. Vous aimez ce que vous faites ?» Il soupire. « C'est compliqué. »« Ah, le mot préféré des adultes, ricane-t-elle. Il esquisse un sourire. « Je suis tombé dedans petit. Mon père avait déjà une PME dans la logistique. Et vous ? Moi ? Vous auriez voulu faire quoi ? » Il hésite. « De la musique. »« Pardon ? Du piano. J'en jouais bien. Avant. »« Avant quoi ? » ?»« Avant que tout ça absorbe tout. » Il montre le dossier, l'appartement, un peu tout. « Vous pouvez encore ? Non ? Jouer ? Oui. » Il la regarde, comme si elle venait de dire une chose naïve, mais pas complètement idiote. « On verra, » répond-il en détournant le regard. Anaïs note mentalement ce « on verra ». C'est souvent le moyen poli des adultes de dire « jamais ». Mais chez lui, elle commence à suspecter que ce soit un « pas encore ». Un soir d'orage, alors que le tonnerre gronde sur les toits toulousains, Lina refuse de dormir. « J'ai peur du bruit », gémit-elle, agrippée au cou d'Anaïs. Emma, dans le lit à côté, la regarde. « Moi aussi, avant, j'avais peur, dit-elle. Tu n'as plus peur ? Moins. Pourquoi ? Emma réfléchit. Parce que papa reste là jusqu'à ce que je m'endorme. Lina lève ses grands yeux vers Anaïs. Tu restes là ? Oui. Elles dorment toutes les 3 dans la même pièce ce soir-là, les 2 petites dans le lit, Anaïs sur un matelas au sol.
Thomas passe la tête par la porte, un peu désemparé. « Ça va? On gère ?» répond Anaïs en souriant. Le lendemain, elle trouve un mot sur la table de la cuisine. « Merci pour hier. Thé. » À côté, un petit dessin maladroit de 3 personnages sous un parapluie, signé Emma plus Lina. Quelque chose se niche dans sa poitrine. Ce n'est pas encore de l'amour. C'est quelque chose de plus flou, de plus chaud, qui ressemble à une potentialité. Un samedi, Thomas lui propose « Je dois descendre à la cave pour trier des cartons. Emma veut rester avec vous. Ça vous dérange ?» Bien sûr que non. En vérité, ça l'arrange. Les filles préparent un spectacle de marionnettes très sérieux. En rangeant dans la bibliothèque, Anaïs tombe sur un cadre posé à moitié derrière d'autres. Une photo de Thomas avec une femme blonde, souriante, un peu bohème. Ils ont l'air heureux. « C'est maman », dit une voix derrière elle. « Emma ». Anaïs repose le cadre, doucement. Elle est très belle. Elle fait de la photo au Canada, maintenant. Le ton est neutre, trop neutre. Tu la vois parfois en vidéo. Elle hausse les épaules. Elle dit qu'elle viendra quand elle pourra. Anaïs sent sa gorge se serrer. Tu as le droit d'être en colère, tu sais. Emma la regarde, surprise. Papa dit qu'elle est comme ça, qu'elle n'aime pas trop être au même endroit. Ce n'est pas de ta faute, en tout cas, dit doucement Anaïs. La petite fille baisse les yeux. Papa, il fait beaucoup de réunions, mais il revient toujours pour me coucher, quand il peut. Cette phrase s'imprime dans la tête d'Anaïs. Quand Thomas remonte de la cave, poussiéreux, elle le regarde différemment. Un homme qui fait ce qu'il peut, avec ses forces et ses failles. Pas juste un PDG qui signe des contrats. Tout pourrait continuer comme ça longtemps. Les filles qui rient, les soirées partagées, les regards de plus en plus longs entre la nounou et le PDG. Mais la vie aime abîmer les choses trop lisses. La crise arrive par un autre mail. Pas pour Anaïs, cette fois, pour Thomas. Un matin, Valérie débarque dans le salon avec son ordinateur ouvert. « Il faut qu'on parle », dit-elle gravement. Anaïs est en train d'aider Emma pour ses chaussures. « Je peux vous laisser », propose-t-elle. « Restez », intervient Thomas. « Ça vous concerne aussi, indirectement. » Elle se fige. Qu'est-ce qui se passe? Valérie tourne l'écran vers eux. Le comité RH a reçu un signalement anonyme. Quelques lignes. Le PDG entretient une relation ambiguë avec une employée à domicile qui vient avec son enfant dans les locaux. Risque de mélange des genres, d'influence sur certaines décisions, potentiel sujet pour la presse locale. Anaïs blanchit. « Mais, les locaux ?» répète Thomas. Il parle de quand vous passez avec les filles à l'accueil, le soir, ou quand Anaïs est venue vous chercher après une réunion. Anaïs sent la honte monter, puis la colère. « Je ne suis jamais venu dans vos réunions », proteste-t-elle. « Je sais », répond Thomas. Valérie poursuit. Le comité s'inquiète aussi du fait que la nounou est mère célibataire et potentiellement en situation de vulnérabilité financière. Ils craignent, elle grimace, une relation de dépendance ou d'abus de pouvoir. Les mots la frappent comme une gifle. Abus de pouvoir? Thomas inspire profondément, maîtrise sa voix. Qui a écrit ça? Anonyme. Quelqu'un dans l'entreprise? Probablement. Il se tourne vers Anaïs. Je suis désolé que vous lisiez ça. Elle a la gorge serrée. C'est la vérité, non? Lâchetait-elle, plus durement qu'elle ne le voudrait. Pardon? Je dépends de cet emploi, dit-elle. Elle sent les mots sortir sans filtre. Je dépends de ce salaire, de cet appartement où on m'autorise à dormir parfois avec ma fille. Ses yeux brillent. C'est la réalité. Thomas ouvre la bouche, la referme. Mais jamais je n'ai. Je sais. Coupe-t-elle. Elle respire fort. Vous avez été correcte. Toujours. Elle regarde la table, les dessins des filles, les crayons éparpillés. Mais, elle cherche. Mais voilà, c'est là. Valérie intervient, mal à l'aise.
Le comité recommande de clarifier les frontières. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande Thomas, la mâchoire serrée. Éviter que l'employé à domicile ne soit présent dans des contextes professionnels. Peut être repensé le logement sur place, limiter les avantages en nature. Anaïs sent bien qu'elle ne parle pas que d'avantages. Elle parle d'elle. D'elle et de Lina. Le soir même, Anaïs rentre chez elle avec Lina. Un sac plus lourd que d'habitude. Dans le bus, Lina babille. Et après, Emma. Elle a dit que son dragon était plus fort que le mien. Mais c'est pas vrai. Parce que le mien, il souffle des paillettes. Anaïs acquiesce machinalement. Dans sa tête, une seule phrase tourne. Abuse de pouvoir. Elle repense à tous ces petits moments. Le verre de vin dans la cuisine, le rire partagé, les confidences sur les pères absents, les mères éloignées. Elle repense à la façon dont son cœur s'est serré, parfois, en regardant Thomas penché sur un coloriage avec les filles. Est-ce que je me suis laissé embarquer dans quelque chose de dangereux? Le lendemain matin, elle arrive plus tôt que d'habitude à l'appartement. Thomas est déjà debout, tasse de café à la main. « On peut parler ?» dit-elle sans préambule. « Bien sûr. » Emma et Lina dorment encore. Ils se retrouvent dans la cuisine. « Je préfère qu'on arrête, » dit-elle d'une traite. Il la fixe. « Qu'on arrête quoi? Ce contrat ?» Le mot lui arrache presque la gorge. « Anaïs, je ne veux pas devenir une rumeur dans votre entreprise, ni un risque de réputation. » La colère tremble dans sa voix. « Je suis déjà assez fragile comme ça. Je n'ai pas besoin d'être le sujet gênant du PDG. » Thomas pose la tasse. Doucement. « Vous n'êtes pas un sujet gênant, dit-il. Aux yeux de certains, si. » Elle sourit amèrement. Une nounou avec son enfant dans un duplex chic, c'est vite interprété. Ils interprètent mal. Ils interprètent, c'est tout. Elle croise les bras. « Je vais chercher autre chose. » « Vous avez trouvé un autre poste? » « Non. »« Et votre loyer, Lina, tout ça ?» Elle le coupe. « Je trouverai. » Il ferme les yeux une seconde. « Est-ce que... » Il hésite. « Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a mise mal à l'aise ?» La question la désarme. « Non, » répond-elle sincèrement. « Alors pourquoi ? » « Parce que je me connais, » lâcheté-elle. Elle plante ses yeux dans les siens. « Parce que je sais que je commence à tenir trop à Emma. » Elle avale sa salive. « Et à vous. » Le silence tombe. « Ce n'était pas prévu dans mon plan de survie, » ajoute-t-elle, en essayant de plaisanter. « Ce n'était pas dans le mien non plus, » répond-il d'une voix basse. Ils se regardent. Deux adultes qui ont déjà connu assez de chaos pour se méfier des sentiments. « Et si on faisait autrement ?» propose Thomas. « Autrement, vous restez. » Il inspire profondément. « Mais je modifie les conditions. » « Comment ça ? Je peux vous augmenter, diversifier vos tâches. » « Thomas. »« Non. » souffle Anaïs. « Je peux vous confier un projet à temps partiel dans la communication de l'entreprise, vu votre profil. » Elle cligne des yeux. « Dans la communication, vous êtes graphiste, je vous rappelle. Vous avez lu mon CV, s'étonne-t-elle. Je lis toujours les CV. » Il pose les mains à plat sur la table. « Je peux faire reconnaître officiellement votre rôle. Vous ne serez plus juste la nounou du PDG. » « Juste ?» relève-t-elle. Il se reprend. « Vous ne serez plus seulement dans l'ombre. » Elle secoue la tête. « Ce n'est pas la question. » « Alors c'est quoi, la question ?» Elle respire. « La question c'est, est-ce que je peux continuer à travailler ici sans que mes sentiments se mélangent ?» Il encaisse. « Et ? Je n'en suis pas sûr. » Elle sent les larmes monter. « Je n'ai pas le luxe de tomber amoureuse de mon employeur. » Les mots sont là, crus. Il ferme les yeux. « Vous pensez que c'est plus simple pour moi ?» Elle reste silencieuse. « Vous croyez que je n'ai pas passé des nuits à me dire que ce n'était pas raisonnable ?» Il sourit tristement. « PDG plus nounou, ça fait un joli scandale pour les journaux. » Alors, il inspire profondément. « Alors je préfère, pour l'instant,
Que vous restiez, même si je dois affronter quelques ragots, plutôt que de perdre la seule personne qui fait rire ma fille comme ça. » Elle secoue la tête, les yeux brillants. « Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ?» Elle ouvre la bouche, puis la referme. « Je ne sais pas. » Elle se lève. « Ce que je sais, c'est que si je reste, je vais finir par accepter des choses qui ne me conviennent pas, juste par gratitude. » Elle le regarde. « Et je ne veux pas de cette version de moi. » Les mots font mal, parce qu'ils sont vrais. Elle prend son sac. « Je ferai le préavis nécessaire pour vous laisser trouver quelqu'un. Je ne vous planterai pas. » Et Emma, la question la transperce. On lui expliquera. Elle ferme les yeux. Vous lui expliquerez. Elle sort, laissant derrière elle le bruit d'une porte qui n'a pas claqué, mais qui s'est bel et bien refermée. Les jours suivants sont lourds. Anaïs revient, par professionnalisme. Elle s'occupe des filles, comme si de rien n'était. Emma, perplexe, remarque bien que quelque chose a changé. « Tu ne dors plus jamais ici avec Lina, pourquoi ?»« Parce que... » Anaïs cherche une formule. « Parce qu'on a décidé de garder chacun notre maison. Lina pleurniche le soir, à la maison. Je veux voir Emma tous les jours. On ira au parc avec elle, promet Anaïs. Mais je veux rester dormir dans le lit d'Emma. » Anaïs sent son cœur se fissurer. « On fera des pyjamas party, d'accord ?» Elle ne sait pas si c'est vrai. De son côté, Thomas encaisse. Au bureau, Valérie le trouve plus sec encore qu'avant. « Vous êtes sûr de votre choix ?» Ose-t-elle, elle demandait un jour. « Quel choix ?» Laissez partir Anaïs. Il répond, évasif. Je respecte sa décision. Mais le soir, en passant devant la chambre d'Emma, il sent la différence. Les dessins qui restaient sur la table tard, les histoires inventées, les fous rires, tout semble avoir perdu un peu de couleur. « Tu es fâché contre Anaïs ?» demande Emma un soir, blottie contre lui. « Non. » Alors pourquoi elle part? Il hésite. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions pour eux, même si ça fait de la peine aux enfants, dit-il doucement. Emma se tait. « Moi, je veux qu'elle reste, » murmure-t-elle finalement. « Moi aussi, » pense-t-il. Mais il ne le dit pas. Pas encore. 2 mois passent. Anaïs a retrouvé quelques missions de graphisme en freelance. Rien de stable, mais de quoi tenir un peu. Elle évite le quartier d'Ozen. Lina parle encore souvent d'Emma, mais moins. Les enfants savent faire. Pour survivre, ils s'habituent. Un mercredi pluvieux, Maude débarque chez Anaïs avec un tote bag plein de courses. « J'ai croisé qui, tu crois ? Je n'en sais rien. Ton PDG. » Anaïs roule des yeux. Ce n'est pas mon PDG. Il avait l'air crevé. Elle chancelle un peu, malgré elle. « Et alors ? Et il t'a cherché. »« Pardon ? Il m'a demandé si je savais comment tu allais. » Anaïs serre les lèvres. « Je vais bien. »« Tu vas, survie, nuance Maude. »« C'est pareil. »« Non. » Maud pose les sacs, s'assoit en face d'elle. « Tu as fait ce qui te semblait juste, je respecte. Merci. Mais peut-être que c'est à lui de faire un bout du chemin. » Maintenant, Anaïs rit, sans joie. Un PDG qui démissionne par amour de sa nounou? C'est bon pour un téléfilm, pas pour la vraie vie. Qui te parle de démissionner? Maud la fixe. Tu es parti parce que tu refusais de te perdre dans une relation de dépendance. Bravo. Elle marque une pause. Et si vous pouviez vous retrouver autrement? Comment ça, autrement? En tant qu'égal à égal. Maud, j'ai 300 € sur mon compte. Thomas gère une boîte avec des millions de chiffres d'affaires. On est tous sauf égaux. Pas sur le papier. Peut être. Un sourire malicieux passe sur les lèvres de Maude. Mais sur la façon dont vous aimez vos enfants, sur ce que vous avez traversé, je ne suis pas si sûr. Anaïs se tait. Les mots s'infiltrent. Ce même jour, à quelques rues de là, Thomas termine une réunion avec le conseil d'administration.
On parle d'ouvrir un nouvel entrepôt, de s'implanter à l'étranger, de lever des fonds. Il écoute, répond, tranche. Sa voix est claire. Il signe des documents, mais à la fin, au moment de se lever, il lâche. J'ai une autre annonce à vous faire. Tous les regards se tournent vers lui. Je vais prendre du recul sur certaines fonctions opérationnelles. Les murmures fusent. Comment ça ? Demande un administrateur. Je reste PDG. Rassurez-vous. Quelques soupirs de soulagement. Mais je vais déléguer davantage, notamment sur les sujets RH et sur certaines négociations. On a besoin de vous sur ces dossiers, insiste le directeur financier. Vous aurez toujours accès à moi, répond-il calmement. Il croise les mains, mais je ne peux plus être partout. Un silence s'installe. Je veux aussi consacrer du temps à un projet qui me tient à cœur. La fondation d'entreprise, l'impact social, l'accompagnement des familles de nos salariés. Les administrateurs échangent des regards entre scepticisme et curiosité. C'est important pour l'image, commente l'un. Ce n'est pas que pour l'image, rectifie Thomas. Il pense à Emma, à Anaïs, à toutes les mères et pères qui courent pour boucler leur fin de mois en livrant des colis pour sa boîte. C'est important pour la cohérence. Il sait qu'il est en train de déplacer quelque chose, à un endroit plus profond que les slides PowerPoint. Une semaine plus tard, Anaïs reçoit un mail d'une adresse inconnue. ezicolfondation@delmasconnect.fre. Elle hésite à l'ouvrir, puis cède. Bonjour, dans le cadre de la création de la Fondation Delmas, nous recherchons des graphistes freelance pour travailler sur notre identité visuelle et des supports pour des actions auprès des familles. Votre profil nous a été recommandé. Accepteriez-vous un rendez-vous pour en parler ? Elle relit 3 fois. Aucune mention de Thomas. Aucun signe évident d'un piston. Juste une proposition. L'orgueil hésite. L'envie travaille. Elle finit par répondre. Bonjour, je suis disponible pour un rendez-vous. À bientôt, Anaïs Martin. Le jour dit, elle arrive dans le hall de Delmas Connect. Un espace moderne, avec des plantes, des fauteuils design, des écrans qui affichent des cartes logistiques. Une jeune femme l'accueille. Bonjour, je suis Zoé. Je travaille pour la fondation. Elle s'installe dans une petite salle vitrée. Zoé sort des documents, parle de projets, des ateliers pour les enfants des salariés, des espaces de répit pour les parents solos, des bourses pour des études. Thomas, enfin, Monsieur Delmas, tient beaucoup à ce qu'on ne soit pas juste dans le marketing, explique Zoé. Il veut du concret. Anaïs sourit malgré elle. Et vous, vous chercheriez quoi exactement ? Une identité visuelle chaleureuse, pas trop corporate, des supports pour des ateliers. Zoé hésite. Il a parlé de vous comme de quelqu'un qui sait faire exister des enfants dans des espaces qui ne sont pas prévus pour eux. Anaïs sent sa gorge se serrer. Il a dit ça ? Oui. Zoé la regarde. Vous le connaissez bien, je crois. On a travaillé ensemble, répond prudemment Anaïs. Il a insisté pour que vous soyez consulté comme graphiste. Mais la décision vous appartient bien sûr. Anaïs réfléchit. Je veux bien travailler pour la fondation, dit-elle doucement. Génial. Mais je veux que ce soit clair. Je ne reviens pas comme nounou. Zoé sourit. Ce n'est pas le poste. Les premiers jours, Anaïs travaille à distance, chez elle. Elle envoie des propositions de logos, des petites mains, des routes qui se croisent, des maisons stylisées. Les retours arrivent, enthousiastes. Un jour, Zoé ajoute « Thomas aime beaucoup la proposition numéro 3. Il demande si vous accepteriez de venir la présenter au comité de la fondation. » Anaïs sait ce que cela veut dire. Elle va devoir le revoir. Elle prévient Lina. « Maman va travailler dans une grande entreprise aujourd'hui. » Lina ouvre de grands yeux. « Celle d'Emma ? » ?»« Oui. »« Elle sera là ? » ?»« Je ne crois pas. » En montant dans l'ascenseur de Delmas Connect, Anaïs sent son cœur battre plus vite.
La salle de réunion de la fondation est plus petite que ce qu'elle imaginait. Autour de la table, Zoé, 2 responsables RH, un représentant syndical et Thomas. Il se lève quand elle entre. « Bonjour », dit-il, la voix un peu plus rauque que d'habitude. « Bonjour ». Leurs regards se croisent. Il y a là de la gêne, de la tendresse et quelque chose d'autre, du respect. Elle présente ses maquettes, parle de couleurs, de typographie. Elle essaie de se concentrer sur son travail, pas sur la façon dont Thomas la regarde parfois, comme si elle était à la fois une surprise et un soulagement. À la fin, projet validé. Les autres sortent. Zoé s'attarde à la porte. « Je vous laisse », dit-elle, avec un sourire qu'Anaïs n'arrive pas à décoder. Il se retrouve seul. « Merci d'être venu », commence Thomas. « Merci de m'avoir recommandé », répond Anaïs. Un silence. « Comment va Lina ?» demande-t-il. « Bien. Elle a appris à faire du vélo sans petite roue. Emma aussi, dit-il avec un sourire. Elle devrait se faire un club. Elles en parlent encore. Tu sais, le tu lui échappe. Il se reprend. Elles en parlent encore. Corrige-t. Lina aussi. Elle fixe ses doigts. Elle a dit l'autre jour. Tu crois qu'Emma, elle a une nouvelle nounou? Non, répond Thomas. Non? J'ai décidé d'organiser mon temps autrement. Il pose les mains sur la table. J'ai engagé une étudiante à mi-temps pour les fins de journée. Ma mère vient plus souvent. Il inspire. Et j'ai accepté que je ne pouvais pas tout déléguer à quelqu'un d'autre. Il la regarde droit dans les yeux. Je suis devenu un peu plus présent. C'est bien, dit-elle doucement. C'est grâce à toi. Non, corrige TL. Elle secoue la tête. Tu as juste décidé d'être le père que tu voulais être. Le silence qui suit n'est pas lourd. Il est plein de choses qu'ils n'ont pas encore dites. Anaïs, reprend Thomas. Oui, je voudrais qu'on parle. Il cherche. Aide-nous. Elle rit, nerveuse. Nous? Je sais que j'ai un talent incroyable pour compliquer les choses, dit-il avec un demi-sourire. Je confirme. Mais depuis que tu es parti, Il cherche ses mots. Lui qui les maîtrise si bien en réunion, je me suis demandé ce qui me manque le plus. Elle le fixe. Et? Ta façon de faire rire Emma. Il marque une pause. Ta façon de faire rire Lina. Il la regarde. Et ta façon de me regarder comme si j'étais un homme, pas uniquement un PDG. Elle sent ses yeux brûler. Thomas, je ne te demande pas de revenir vivre ici, ni de tout abandonner, ni de devenir la femme du patron. Il secoue la tête. Je ne te demande même pas de revenir comme nounou. Tu as dit non, je respecte. Il prend une inspiration. Je te demande si on peut essayer d'être autre chose. Autre chose, 2 adultes qui s'aiment. Le mot tombe, simple, à égalité. Il ajoute vite, enfin, à égalité émotionnelle. Financièrement, arrête, sourit-elle à travers les larmes. Pardon, tu vois, c'est ça ton problème. Tu veux tout contrôler, même la façon d'aimer. Il lui rend son sourire, un peu tremblant. Et toi, ton problème, c'est que tu crois que tu dois tout faire seul, même aimer. Elle soupire. On est beau, tiens. Il reste là, à se regarder. Je ne peux pas te promettre que ce sera simple, dit enfin Anaïs. Moi non plus. Je ne veux pas que tu sois ma bouée de sauvetage financière. Je ne veux pas être ta bouée de sauvetage tout court, répond-il. Et je ne veux pas devenir un cas particulier dont tout le monde parle à ton bureau. Alors on va devoir poser des règles, répond-il. Toi et tes règles. Tu préfères le chaos? Elle réfléchit. Non. Elle sourit. Je préfère qu'on avance petit à petit. Elle respire. On commence par quoi? Par un café? Propose-t-il. Original. On a fait plus compliqué, déjà. Elle rit. Très bien. Ils sortent ensemble du bâtiment. Devant, le soleil tape sur les trottoirs. Il propose une terrasse. Il s'assoit, commande.
Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Demande-t-il. Évidemment, Emma t'a choisi en 10 secondes. Je ne sais pas dire non à des yeux comme les siens, et tu m'as regardé comme si j'étais un type normal. Tu portais un jean. Il éclate de rire. C'est tout? Et tu avais l'air épuisé. Les PDG dans les magazines n'ont jamais l'air fatigués. On retouche les photos. Je préfère la version réelle. Elle boit une gorgée de café. Tu sais, au début, je pensais juste survivre, je sais, trouver un job, payer mon loyer, m'occuper de Lina. Elle le regarde. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse. Il sourit doucement. Moi non plus. Et je n'ai toujours pas envie de dépendre de toi. Tu ne dépendras pas de moi, rectifie-t-il. Il pose sa main sur la table, près de la sienne, sans la toucher. Tu pourras t'appuyer sur moi. Ce n'est pas pareil. Elle baisse les yeux sur leurs doigts, si proches. J'ai peur, avoue-t-elle. Moi aussi. Elle relève la tête. Tu as peur de quoi? De te perdre, répond-il sans hésiter. Elle sourit, avec cette tristesse tendre de ceux qui ont déjà beaucoup perdu. On se perdra peu, être un peu en route, prévient-elle. Alors on se retrouvera, dit-il. Il tend sa main. Cette fois, elle la prend. Quelques mois plus tard, par un dimanche de printemps, 4 personnes sont assises dans l'herbe du jardin des plantes de Toulouse. Lina et Emma construisent un château de sable miniature autour d'un arbre. Ici, c'est la chambre des dragons, explique Lina. Et là, la chambre des princesses qui n'attendent personne, ajoute Emma. Anaïs sourit, allongée sur une couverture. Thomas, allongé à côté d'elle, un bras derrière la tête, regarde les nuages. « Tu te rends compte ?» murmure-t-elle. « De quoi ? Il y a 1 an, je recevais un mail de licenciement. Il y a 1 an, je me noyais dans des réunions, répond-il. Elle tourne la tête vers lui. Et maintenant, tu as raté un séminaire à Barcelone pour venir manger des chips dans un parc. Le choix était difficile, confirme-t-il. Mais les chips ont gagné. Elle rit. Tes actionnaires seraient ravis. Mes actionnaires ne savent pas ce que ça vaut. Un pique-nique avec 3 personnes qui comptent pour moi. 3? Il se redresse un peu. La regarde. 3, oui. Elle hoche la tête. Moi, je dirais 4, rectifie-t-elle. Elle montre son propre cœur. Parce que celle-là, là, dedans, commence aussi à compter pour moi. Il a un sourire un peu idiot, qu'elle adore. Je prends. Les filles reviennent en courant. Maman, papa, on a fini le château. On vient voir, répond Anaïs. Elle se lève, avance vers cette construction bancale. Là, c'est la porte secrète, explique Emma. Et là, c'est le coffre au trésor, ajoute Lina. Vous mettez quoi dedans? Demande Thomas. Les 2 petites réfléchissent. Des sourires, répond Lina. Et des souvenirs qui font pas mal, ajoute Emma. Anaïs sent ses yeux se remplir. On va essayer d'en mettre plein. Dans ce coffre, murmure-t-elle. Thomas serre sa main. On va essayer, répète-t-il. Ils ne savent pas de quoi sera fait l'avenir. Les aléas de l'entreprise, les missions de graphisme, les colères d'enfants, les courriers de l'URSSAF. Peut être d'autres tempêtes. Mais ils savent ceci. Elle était devenue nounou pour survivre. Pour payer un loyer, remplir un frigo, offrir un peu de stabilité à sa fille. Elle a trouvé plus que ça. Une petite fille de 6 ans qui recompose sa façon d'aimer. Un homme derrière le costume de PDG, avec des cernes, des peurs et un cœur plus vaste qu'il ne le croyait. Et, au fil des après-midi de jeu, des soirées de devoirs et des matins de course, elle a trouvé ce qu'elle n'osait plus espérer. Un amour qui ne la sauve pas de tout, mais qui l'aide à porter. À 2, à 4, avec leur fille. Dans une ville du Sud, entre 2 bus en retard et un parc ensoleillé, une nounou et un PDG apprennent à écrire une histoire qui ne ressemble ni à un conte de fées,
ni à un téléfilm. Juste à leur vie. Avec des fins de mois encore un peu compliquées, des réunions parfois trop longues, des lessives à étendre, et des dimanches où, en regardant jouer leur fille, ils se disent en silence « On a eu raison d'y croire. Un peu. »